Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors nous sommes au tout début du XIIIe siècle, à l'époque une institution d'un genre nouveau, née simultanément à Paris, à Bologne et à Oxford. Une des créations les plus originales de la civilisation occidentale, il s'agit de l'université. Pendant près de 3 siècles, tout ou presque se faisait dans les universités. Théologie, bien sûr, philosophie, mais aussi droit et sciences. Je vous propose aujourd'hui de comprendre le rôle de l'Église, le rôle de la papauté aussi naturellement, dans la création de ces institutions. Quand apparaît tout d'abord l'universitas? Que disent ces créations de la culture occidentale médiévale qui sont les acteurs de l'université? Quels seront les conflits de pouvoir, mais aussi les débats intellectuels qui vont agir au sein de l'institution? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Jacques Verger et Nathalie Gorochoff. Jacques Verger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes membre de l'Institut, élu à l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, professeur émérite des universités, auteur de nombreux ouvrages sur la question universitaire à l'époque médiévale. Alors il y a ce classique, tout d'abord, les universités au Moyen-Âge, paru aux presses universitaires de France. Et il y a un autre livre que j'ai utilisé pour préparer cette émission, Les gens de savoir en Europe, à la fin du Moyen-Âge. Alors, il ne s'agit pas d'un livre sur les grands hommes, sur les grands penseurs, mais la façon dont on abordait, au fond, le savoir. Nathalie Gorochoff, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Alors, vous êtes professeur des universités, à l'université Paris-Est Créteil. Et pour cette émission, eh bien, j'ai retenu cet ouvrage qui est évidemment un classique, Naissance de l'université, les écoles de Paris, d'Innocent III à Thomas d'Aquin dans la première moitié du XIIIe siècle, un livre paru chez Honoré Champion. Alors je me tourne vers vous, Jacques Verger. Nous sommes au XIIe siècle. Quelle est la situation de l'école en Occident et quel était le rôle des structures ecclésiastiques dans les institutions scolaires? Alors, le XIIe siècle est une époque où l'école, justement, prend ou reprend, comme on veut, une grande importance dans la vie culturelle, bien sûr, mais aussi religieuse et même d'une certaine manière politique de l'Occident. Après un haut Moyen-Âge où les écoles n'avaient pas disparu, mais enfin, où elles n'occupaient plus qu'une place très marginale, on peut dire, liée avant tout aux monastères, ou à certains monastères. Au XIIe siècle, on voit réapparaître une multiplicité d'écoles, dans les villes, alors que les écoles de l'époque antérieure étaient donc plutôt situées dans des monastères ruraux. Ces écoles dans les villes, naturellement, pour la plupart, en tout cas c'est le cas en France, restent soumises à l'autorité de l'Église et les gens qui y enseignent sont des clercs et les étudiants sont considérés comme des clercs. Ailleurs, en Italie, on évolue déjà vers quelque chose de plus laïque. On a des professeurs qui sont des laïcs, des gens mariés, et voilà, c'est différent. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir qu'au XIIe siècle, on a une multiplication des écoles, donc un nombre croissant de maîtres et d'élèves, donc il se forme un véritable groupe social, et qui, tout en appartenant pour la plupart à l'Église, devient spécifique malgré tout, n'est-ce pas, ne s'identifie plus comme jadis simplement aux moines ou aux novices. Et puis, ce qui change aussi au XIIe siècle, c'est le contenu de ce qu'on enseigne. Dans les écoles du Haut Moyen-Âge, on enseignait ce qu'on appelait la grammaire, disons le latin en fait, puisque le latin n'était plus la langue maternelle de personne, donc il fallait apprendre le latin. Et puis, on commentait la Bible, on commentait l'Écriture sainte. Désormais, on voit réapparaître des disciplines qui ne sont pas anti-religieuses, mais qui sont quand même des disciplines profanes, correspondant à des besoins sociaux différents, et qui sont donc en effet le droit, la médecine, la philosophie. Donc un élargissement considérable de l'offre d'enseignement, en somme, à partir de textes
là aussi on peut en reparler, de textes redécouverts, soit qu'ils aient été dans les bibliothèques, soit qu'on les traduise. Et puis, donc, une attente sociale plus grande de la part de l'Église, mais aussi de la part des princes, mais aussi de la part des élites urbaines. Donc, il y a la conjonction de tous ces facteurs. Et alors, ça ne se trouve pas partout, évidemment. Ça joue d'abord dans quelques centres un peu privilégiés, pour des raisons diverses. Alors, Paris, c'est évident. En Italie, Bologne et d'autres villes. Un peu plus tard, et peut-être à échelle un peu plus modeste, Oxford, en Angleterre, autour des grandes villes de la vallée du Rhin, pour les pays d'Empire. Enfin voilà, il y a quelques centres dans lesquels se produit ce qu'on a appelé une révolution scolaire, une renaissance scolaire du XIIe siècle, et qui est effectivement le soubassement des universités qui naissent au siècle suivant. Nathalie Gorochoff, quel était le niveau de ces écoles qui apparaissent tout au long du XIIe siècle ? Alors justement, comme vient de le dire Monsieur Verger, Jacques Verger, en fait, c'est le niveau de ces écoles est sans commune mesure avec ce qui était enseigné dans les siècles précédents. On a véritablement là des maîtres qui enseignent des disciplines de haut niveau, qui font des cours de philosophie, qui commentent l'ancienne logique d'Aristote, enfin ce qui était connu de l'œuvre d'Aristote, en tout cas jusqu'à la fin du XIIe siècle, qui commentent la médecine, qui commentent des traités de médecine, qui commentent la Bible également, qui commencent également à produire des ouvrages un peu d'un genre nouveau qu'on pourrait presque apparenter à des grandes synthèses, des sortes de manuels qui vont servir à leurs étudiants. Je pense par exemple à l'évêque de Paris, Pierre Lombard, qui était un Italien, qui est venu enseigner dans les écoles parisiennes au milieu du XIIe siècle et qui a produit une énorme synthèse sur la foi qui s'appelle, et sur les sacrements, qui s'appelle Les Sentences de Pierre Lombard. Donc en fait, des gens qui enseignent à assez haut niveau et qui surtout une sorte de réflexion finalement sur leur enseignement, puisqu'ils vont produire. Alors on pourrait également citer pour le droit canonique le décret de Gratien. Alors lui, on ne sait pas s'il enseignait ou pas, mais vers 1140, il fait une très grosse synthèse dans ce décret de tous les textes canoniques connus. Et donc on a là au milieu du XIIe siècle aussi des tentatives d'embrasser la discipline, qui montre cette volonté de la maîtriser complètement, ce qui est très nouveau finalement à cette époque. Cette institution scolaire, elle concerne avant tout le monde urbain ou elle existe aussi dans les campagnes? Vous évoquiez les monastères tout à l'heure, même s'il y a des monastères en ville. Oui, alors les écoles monastiques du Haut-Moyen-Âge n'ont pas disparu du jour au lendemain. Elles existent toujours, mais elles ont sans doute moins de succès. Elles fonctionnent plus en vase clos pour les novices. Et c'est vrai que les écoles qui attirent les élèves, qui attirent les professeurs les plus réputés, où on enseigne justement ces textes nouveaux, où l'on met au point des méthodes nouvelles, ce sont avant tout des écoles urbaines. Alors, urbaines, j'ai parlé de Paris, c'est vrai de plus petites villes. Par exemple, si on prend le cas de la France, on voit qu'au XIIe siècle, toutes les cités épiscopales du nord de la France, que ce soit Chartres, que ce soit Laon, que ce soit Reims, que ce soit Soissons, etc., ont des écoles qui, alors ensuite, ça se reclassera à la fin du XIIe siècle. Mais il faut qu'il y ait quand même ce cadre urbain qui permet d'abord, ne serait-ce que matériellement, d'accueillir, de loger ce public qui vient. Ce ne sont plus seulement les clercs de l'Église, ce sont plus seulement des novices, ce sont des gens qui viennent parfois de loin. Dès la première moitié du XIIe siècle, on voit qu'on a à Paris des Italiens, des Allemands, des Espagnols qui viennent étudier à Paris. Donc il faut bien les héberger, etc. Il faut qu'il y ait un cadre. Et puis il y a malgré tout, ce qu'on a souligné depuis longtemps, dans ces écoles urbaines, dans ce milieu urbain, une plus grande liberté de parole, d'échange. Alors ça ne veut pas dire que on enseigne n'importe quoi, n'importe comment, mais il y a quand même une atmosphère de liberté, de relations plus égales, plus égalitaires, de prise de parole, comme on dit parfois, qui n'est possible qu'en ville. C'est une véritable renaissance du savoir. Vous évoquez ces voyages d'un pays à l'autre. Il y a une circulation de ce savoir, une émulation. Oui, enfin le mot renaissance, vous savez, est un mot qui a été employé pour le XIIe siècle, dans les années 20 du XXe siècle, par un historien qui s'appelait Charles Omer Haskins, qui était un historien anglo-saxon. Et en fait, pour lui, effectivement, c'était une renaissance pour plusieurs raisons. Mais le mot renaissance, il l'employait surtout. Alors,
c'était par comparaison avec la Renaissance carolingienne, qui avait été un moment où on s'était intéressé aux textes de l'Antiquité, et parce qu'au XIIe siècle, il y a à la fois un essor des écoles, il avait beaucoup insisté sur cet essor du XIIe siècle, donc essor des écoles urbaines, donc une forme de renaissance de l'enseignement, mais également une renaissance parce qu'on s'intéresse à des textes qu'on avait un peu oubliés et qu'on n'enseignait plus, et qui vont revenir, et qui surtout, alors pour le coup, vont être pour certains entièrement redécouverts par des traducteurs. Ça se passe plutôt vers la fin du XIIe siècle. Par exemple à Tolède, où un traducteur d'origine italienne qui s'appelait Gérard de Crémone a été chercher des manuscrits. Alors, il était à la recherche de textes, et notamment de très nombreux... Il était certain qu'il y avait de nombreux textes que l'Occident ne connaissait plus, qu'il avait oubliés. Alors, soit de textes de l'Antiquité, soit de textes que l'Occident ne connaissait pas parce qu'ils avaient été produits dans le monde arabe. Dans l'Empire musulman. Il est allé à Tolède. Tolède avait été reconquise par les chrétiens quelques décennies auparavant. Et il a trouvé des manuscrits arabes et il les a traduits. Et il y avait là de très nombreux traités d'Aristote qu'on ne connaissait plus depuis des siècles en Occident, depuis l'Antiquité à vrai dire. Et également, il a traduit de nombreux traités de médecine, de mathématiques arabes. Donc le mot Renaissance, il s'explique aussi par ça. Une redécouverte, une renaissance de textes. Un corpus de textes énorme qui est redécouvert au XIIe siècle. Cette révolution, Jacques Verger, n'existe pas sans cette redécouverte des textes philosophiques qui bouleversent l'intelligence, on peut dire cela, au XIIe siècle ? Oui, parce que ces textes philosophiques, ou scientifiques d'ailleurs, ouvrent des perspectives qui n'existaient plus, si vous voulez. On est auparavant, lorsque on se trouve en face de la Bible, les auteurs du Haut Moyen-Âge, les auteurs monastiques, c'est encore vrai de Saint Bernard, si vous voulez, qui représente quelque chose de plus ancien, on paraphrase. Dans le fond, c'est ce que Saint Bernard fait, c'est une paraphrase du texte biblique, du Cantique des Cantiques, une très belle paraphrase qui peut nous émouvoir encore aujourd'hui, mais il ne commande pas, il ne pose pas de questions. Ce que les textes philosophiques, et y compris les textes d'Aristote, permettent de faire, c'est de décortiquer, de poser des questions, d'extraire des problèmes. Donc ça change tout à fait le rapport, même au texte sacré, même au texte ancien. Donc c'est ça aussi que ces textes nouveaux apportent. C'est des textes qui étaient des textes profanes, qui venaient évidemment de la culture païenne, si vous voulez, ou de la culture arabe, mais qui permettent d'avoir une attitude nouvelle face au savoir, y compris au savoir classique, si vous voulez, le savoir chrétien traditionnel. Donc évidemment, ça n'a pas été sans provoquer des résistants. D'ailleurs, on sait bien que Saint Bernard ou d'autres se sont scandalisés de ce qui se faisait dans les écoles. Mais ça, c'était irrésistible, n'est-ce pas ? Nathalie Gorochoff, quand est-ce qu'apparaît... Je voulais donner ce contexte, parce que ce contexte est extrêmement important pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément cette renaissance médiévale, même si on en a déjà parlé dans d'autres émissions. Venons-en à l'université. Quand est-ce qu'apparaît ce mot d'universitas dans les textes ? Est-ce qu'on le date très précisément ? Alors, pour ce qui est de l'universitas au sens d'université, parce qu'au fond, universitas, c'est un mot latin qui désignait une communauté et qui était déjà utilisé avant qu'existe l'université, en fait. Donc, en fait, au fond, l'institution universitaire, elle s'est nommée universitas, mais le mot était employé dans d'autres contextes, notamment dans le contexte ecclésiastique. Alors, malheureusement, je ne peux pas il est impossible de donner des dates précises pour les premières universités. On suppose que l'Université de Bologne a peut-être été la première qui s'est formée. Se sont formées des associations d'étudiants assez avancées, d'étudiants en droit, un peu avant 1200. Alors, qui s'associent et qui désignent quelqu'un parmi eux pour les représenter, qui se nomme un recteur, enfin en latin un rector. Bon. Donc on a déjà une organisation corporative, associative de l'université, alors qu'auparavant les écoles étaient au fond des groupes formés par un maître et des étudiants qui n'avaient aucune organisation globale. À Paris, ça s'est probablement organisé entre 1200 et 1208 environ. C'est-à-dire qu'en 1200, on a un diplôme du roi de France de protection à l'égard des écoliers, mais apparemment l'universitas n'est pas encore formée. En revanche, vers 1207-1208, le pape Innocent III écrit aux écoles de Paris, et là le mot apparaît. Et on a l'impression qu'ils se sont organisés entre-temps. À Oxford, c'est à peu près dans les mêmes années, peut-être un petit peu après. Il y a tout un débat dans l'historiographie anglaise sur la date à laquelle Oxford s'est organisé. Mais en gros, on va dire que ces 3 premières universités d'Europe se sont organisées entre les années 1190 et 1210.
environ. Jacques Verger, qu'est-ce qui provoque, au fond, qu'est-ce qui préside à la création des universités? Quel est le besoin qui amène ces gens à se réunir, à nommer ce que vous appeliez, Nathalie Gorochoff, un recteur? Est-ce au fond une volonté de gérer administrativement le savoir? C'est une volonté effectivement, ce qui est tout à fait important à souligner, comme vous venez de le dire, c'est que la naissance des premières universités, bon, il y a des facteurs extérieurs dont on pourra parler, la papauté, la royauté, etc. Mais ce qui est premier, c'est la volonté même des intéressés, des maîtres et des étudiants, alors plutôt des étudiants à Bologne, plutôt des maîtres à Paris, peu importe, de se constituer en une communauté. N'est-ce pas? C'est ce que a été montré depuis longtemps par Pierre Michaud-Quentin, n'est-ce pas? Le mouvement communautaire qui travaille aussi le monde des métiers, le monde des communes, etc. C'est une volonté associative qui va à l'encontre des hiérarchies anciennes, que ce soit des hiérarchies féodales ou ecclésiastiques, étaient des hiérarchies verticales. Donc, ils s'associent, et alors ils s'associent à la fois, il y a des raisons pratiques, se protéger, obtenir des privilèges, obtenir de meilleurs loyers, ne pas payer d'impôts, etc. Enfin voilà, qui garantissent des conditions de vie pour des gens qui sont souvent des étrangers, donc dans une situation a priori précaire ou menacée. Et puis il y a effectivement l'idée de pouvoir enseigner librement, comme ils veulent, n'est-ce pas, de fixer entre eux des programmes, des exercices, des listes de livres à lire, etc. Donc il y a une maîtrise de leur travail qui est certainement une raison tout à fait importante. Alors ensuite, on en reparlera, je ne vais pas insister pour le moment, il faut évidemment que ces associations soient reconnues d'une certaine manière de l'extérieur. Et il ne suffit pas qu'elles se promeuvent elles-mêmes. Il faut qu'il y ait une reconnaissance qui va venir, en particulier de la papauté. Mais au départ, ce qui est premier, c'est quand même ce mouvement associatif, de mon point de vue, des intéressés, des maîtres et des étudiants, dans certains endroits où ils sont assez nombreux, où on atteint en somme la masse critique et la qualité de l'enseignement suffisante pour que se produise cette cristallisation. Nathalie Gorochoff, on imagine qu'une telle entreprise ne se fait pas sans résistance, sans querelle, sans conflit, au fond, d'intérêt et aussi de pouvoir. Oui, il y a eu des conflits. Il faut quand même dire que, par exemple, à Paris, l'évêque de Paris n'a pas forcément vu d'un très bon œil la naissance de cette association qui revendiquait quand même un peu d'autonomie, finalement. L'université, quand elle est fondée, comme l'a effectivement bien montré cet historien du droit, Pierre Michaud-Quentin, une université doit pouvoir se doter elle-même de statut, c'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui définit l'université dans les premières années? Ce sont des assemblées, alors à Paris de maîtres, où les étudiants assistaient peut-être aussi, auxquelles les étudiants assistaient. Pendant ces assemblées, on pouvait décider de nouvelles règles, donc on pouvait décider de statuts, de règlements. L'université pouvait se faire représenter, par exemple, si elle avait quelque chose à dire au pape, par un procureur. Donc il y a cette forme d'autonomie qui ne plaît. Il y a eu effectivement quelques conflits avec l'évêque de Paris au début, parce que cette autonomie ne correspondait pas à la volonté de l'évêque de contrôler les écoles depuis le XIIe siècle, surtout depuis la fin du XIIe siècle. Et donc oui, il y a eu quelques conflits, il y a des épisodes fameux, assez étonnants. Par exemple, il y a un moment, les chanoines de Paris qui ont fait détruire un magnifique sceau que l'université de Paris avait fait fabriquer pour sceller les actes de l'université. Donc il a été détruit dans les années 1220. Donc enfin oui, il y avait quelques conflits en effet. Et ce sont des conflits clairs, parce que les maîtres dont on parle, ce sont des clercs, ce sont les religieux qui possèdent le savoir. Oui, alors effectivement, le fait il y a là une ambiguïté qui, en tout cas à Paris, pèse sur l'histoire de l'université tout au long du Moyen-Âge, je dirais. C'est-à-dire qu'à la fois, ils revendiquent leur autonomie, mais ils sont d'église. Ils sont d'église, ce qui implique d'abord une fidélité à la doctrine, à l'orthodoxie, n'est-ce pas? Le problème de l'erreur ou de l'hérésie est encore un autre problème dont on pourra parler, mais c'est différent. Et puis, très concrètement, la plupart d'entre eux tirent leur subsistance de l'Église. Ils sont chanoines, ils sont curés, n'est-ce pas? Ils ont des bénéfices ecclésiastiques dont ils vivent. Ils vivent aussi de l'argent que leur donnent les étudiants, mais enfin, le gros de leurs revenus, c'est quand même les bénéfices ecclésiastiques. Donc, il faut que tout en affirmant leur autonomie, en échappant à l'autorité, dans une large mesure, à l'autorité de l'évêque, à l'autorité du chancelier de Notre-Dame, à l'autorité des chanoines. En même temps, ils restent dans l'Église. Et c'est pour ça que
ils ne sont pas abandonnés par l'Église, ils ont un soutien qui est celui de la papauté. Et ce qui permet quand même fondamentalement aussi le succès, la réussite de l'université, sa confirmation, c'est la papauté. La papauté qui agit directement, qui agit par des légats, qui sont parfois d'anciens professeurs d'ailleurs. Et donc le soutien des grands papes du XIIIe siècle, que ce soit Innocent III, que ce soit Grégoire IX, que ce soit Innocent IV, est absolument décisif dans la création de l'université de Paris et d'Oxford aussi d'ailleurs, et d'autres universités de Montpellier, enfin etc. Donc de ce point de vue-là, ils ne se mettent pas en dehors de l'Église, n'est-ce pas ? Ils sont dans l'Église, mais à une autre échelle, qui est l'échelle de l'Église universelle. Et c'est un point important, là aussi je pense qu'on y fera allusion, c'est que les premières universités, en tout cas, sont des institutions d'Église et de l'ensemble de l'Église. Les diplômes qu'elles donnent sont valables dans toute la chrétienté, l'enseignement qu'elles diffusent est fait pour éclairer l'ensemble des chrétiens et pour éclairer au premier chef le pape lui-même, le magistère romain lui-même, qui a besoin de ce conseil doctrinal. Est-ce qu'on peut comparer la place de l'université vis-à-vis du monde épiscopal, un peu comme l'opposition qu'il peut y avoir entre le monde religieux qui dépend directement de Rome et le monde épiscopal ? Oui, d'une certaine manière, effectivement, il y a de ça. Si vous voulez, effectivement, les évêques, eux, sont attachés à l'échelon local, à l'échelon de leur diocèse. Ceci dit, les choses ne sont pas si simples, parce que quand même, beaucoup d'évêques n'ont pas d'hostilité, sur le fond, aux nouveaux enseignements. Eux-mêmes, d'ailleurs, sont souvent passés par les universités. Donc c'est une question disciplinaire, et finalement, ces conflits dont parlait Nathalie, au bout de quelques années, ça s'atténue, ça n'est plus... Bon, les évêques, il y a un nouvel équilibre qui a été trouvé, en somme, et les choses fonctionnent à peu près. Et puis là, nous parlons de Paris. Mais quand on prend des universités plus petites, ayant un rayonnement moins large, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, ce sera celle de Toulouse, celle de Salamanque en Espagne. Là, les évêques restent beaucoup plus présents, parce qu'il n'y a pas la même dimension universaliste qu'à Paris. Nathalie Gorochoff, le sous-titre de votre ouvrage, Naissance de l'université, c'est Les écoles de Paris d'Innocent III à Thomas d'Aquin. Donc on passe d'un pape à un des plus grands intellectuels de l'histoire de l'Église. Pour rebondir un peu sur ce que disait Jacques Verger, on ne peut pas concevoir la naissance de l'université sans l'intervention de la papauté ? Non, parce que effectivement, c'est ce qu'ils ont d'abord cherché. Et la papauté était finalement favorable à la naissance des universités. Innocent III, par exemple, a envoyé des légats pour la rédaction des premiers ou deux statuts. Alors peut-être pas les premiers, parce que là encore, il y a toujours un point d'interrogation. On n'est pas sûr qu'on a les tout premiers, mais Innocent III a envoyé un de ses légats pour rédiger les premiers statuts de l'Université de Paris, c'était Robert de Courson. Il en a envoyé un autre pour rédiger les premiers statuts de l'Université d'Oxford. Un peu après, son successeur a envoyé en 1220 un légat pour rédiger les premiers règlements de l'Université de Montpellier. Donc la papauté était très présente et elle conférait des privilèges aux maîtres et aux étudiants. Elle leur promettait d'une certaine manière des bénéfices ecclésiastiques, surtout pour ceux qui étudieraient pendant longtemps, les étudiants, la théologie. C'était des études très longues. Donc d'une certaine manière, la papauté promettait, elle leur disait, si vous êtes chanoine, vous n'aurez pas à résider. Ils obtenaient des dispenses de résidence. Vous pourrez rester à faire vos études à l'université, dans les écoles de théologie, quasiment aussi longtemps que vous le souhaiterez. Donc il y avait des privilèges et vraiment une forme de protection de l'université à l'égard des universités, ça c'est évident. Et l'État dans tout cela, le roi de France... L'État n'est pas... Évidemment, il est au second plan, mais il n'est pas si absent que ça. Il n'est pas si absent que ça, parce qu'on voit que le roi de France, donc à cette époque c'est Philippe Auguste, mais même avant Philippe Auguste, à l'époque des écoles, déjà son père Louis VII avait un petit peu agi en ce sens. Le roi de France s'intéresse, comme il est témoin du développement des universités, il n'est pas hostile. Bon, bien sûr, il y a des désordres éventuellement créés par les étudiants, il y a des conflits avec des bagarres, même avec les sergents, qui l'obligent à réagir. Mais globalement, cette réussite intellectuelle, qui renforce le prestige de sa capitale, l'afflux de ses clercs à Paris, il n'est pas hostile. Et la même chose est vraie, je dirais encore plus vrai, en Angleterre, où le roi d'Angleterre, donc en l'occurrence c'est Henri III, soutient tout à fait le développement des écoles d'Oxford. Voilà. Et puis alors, il y a aussi on pourrait le citer, mais c'est un peu plus anecdotique, parce que ça n'a pas été très loin, mais il y aurait pu y avoir un autre chemin pour les écoles, c'est le chemin impérial. C'est ce qu'on voit à Naples avec Frédéric II, qui fonde une université, enfin un studium, alors là, sans que la papauté intervienne.
Bon, mais ceci dit, après l'échec, je dirais, de Frédéric II, sa mort, l'université de Naples périclite, et finalement deviendra une université banale et de second rang par la suite. Mais il y avait une autre possibilité, en quelque sorte. Et si on prend aussi le cas de l'Espagne, mais je ne veux pas multiplier les cas, les rois de Castille et de Léon interviennent aussi activement, que ce soit à Palencia, que ce soit à Salamanque, pour développer les universités. Donc le pouvoir n'est pas absent, parce que très tôt, le pouvoir, même si c'était des disciplines religieuses, même si c'était des clercs, le pouvoir royal, au XIIIe siècle, voit l'intérêt de développer de grands centres d'études, lui aussi. Vous parlez des universités spontanées. Que recouvre ce terme? Spontané, c'était enfin bon, je ne sais pas si je l'écrirai encore aujourd'hui, l'expression était peut-être un peu forcée. C'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle premier, malgré tout, à mon avis, des associations, des communautés de maîtres et d'étudiants, par opposition à des universités qui, par la suite, seront vraiment créées par la volonté d'un prince ou d'une ville. Et j'ajoute, mais là on ne va pas anticiper sur la fin du Moyen-Âge, que la volonté simplement d'un prince ne suffit pas. Il y a des créations princières qui ne marchent pas parce qu'il n'y a pas la réponse du côté des maîtres et des étudiants. Il faut aussi de toute façon qu'il y ait une communauté étudiante qui se crée, étudiante et enseignante. C'est très intéressant parce que on a fait une émission sur les réformes dans l'Église, à savoir est-ce qu'elles commencent dans les monastères, est-ce qu'elles viennent par du bas, en fait, et non pas du haut de l'autorité. Et là, on voit que le phénomène universitaire, eh bien, il vient de cette soif de savoir et d'organisation de la base. En tout cas, il faut qu'il y ait les deux. Et on ne peut pas se passer de l'autorité, bien évidemment. De l'autorité, bien sûr, mais aussi de la demande de la base. Il y a c'est ce que disait Grünmann, c'est un grand historien allemand, il faut qu'il y ait vraiment un désir de savoir. Hein. Oui. Voilà, c'est pas seulement une demande sociale ou politique, il faut qu'il y ait un mouvement intellectuel. Vous voulez intellectuel et religieux, d'une certaine manière, les deux n'étant pas séparés à cette époque. Vous voulez ajouter quelque chose ? Comme rien n'est simple, on peut dire aussi que même quand il y a des fondations princières au XIVe et au XVe siècle, donc des princes qui veulent vraiment mettre en place une université dans leur ville, dans leur capitale régionale, ils demandent également toujours une lettre de confirmation, une bulle pontificale. Parce que l'université reste tout de même, pour être un studium, être une véritable université, elle doit avoir été confirmée par le pouvoir pontifical. Et ça jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Alors, venons-en à la vie des universités. Comment s'organisait-elle et qu'enseignait-elle ? C'est une très vaste question. Peut-être d'abord l'organisation des universités. Est-ce que aujourd'hui, on sait qu'une université, c'est un bâtiment avec des milliers et des milliers d'étudiants, une organisation des cours, etc. Comment étaient les choses à cette époque-là ? Alors c'est une question compliquée, d'autant plus qu'il y a autant de réponses que d'universités. Mais si je prends le cas paradigmatique de Paris, qui a servi un peu de modèle et de référence, au moins dans toute l'Europe septentrionale, cette organisation, d'abord, s'est faite progressivement. Il n'y a pas a priori de modèle. Il a fallu le créer en quelque sorte. Donc ça s'est fait empiriquement, même s'il y a des références au monde monastique, au monde hospitalier, etc. Mais ça s'est fait empiriquement, progressivement. Alors ce qui est premier, fondamental, c'est la communauté. C'est la communauté, et donc la communauté, elle se manifeste par des assemblées générales, plus ou moins restreintes, des conseils, voilà. Et ces assemblées prennent des décisions et élisent, Nathalie le disait tout à l'heure, un recteur, des procureurs, des doyens, enfin ça, bon, voilà, des officiers pour généralement des périodes très courtes d'ailleurs, hein, quelques mois, le plus souvent ça ne dure que quelques mois, ces offices sont renouvelés régulièrement. Donc c'est ça qui est premier. Et ensuite, ce qui fait le lien, c'est le sceau, en effet, qui établit l'autorité, on te parlait tout à l'heure, c'est le serment. Il y a des serments, n'est-ce pas, d'obéissance, d'appartenance, qui sont tout à fait essentiels. Alors ensuite, les éléments matériels, les bâtiments, les bibliothèques, tout ça, ça reste assez secondaire, si je puis dire, dans l'université médiévale. Les gens se réunissent ou dans des maisons privées, ou dans des églises, ou dans la rue, enfin que sais-je. Donc, c'est un aspect assez secondaire, et ces universités fonctionnent finalement avec... ça ne coûte pas cher, si j'ose dire. Les professeurs ont des bénéfices ecclésiastiques, les étudiants vivent des subsides de leur famille, ou alors dans des collèges, c'est une autre affaire. Et alors, ce qui est important aussi, et à souligner, notamment le cas de Paris, c'est que les universités regroupent plusieurs disciplines. Bon, il peut arriver qu'il y ait des universités avec une seule discipline, comme le droit à Orléans, mais c'est tout à fait particulier. Non, il y a plusieurs disciplines. Et il y a des disciplines préparatoires, ce qu'on regroupe sous l'appellation ancienne d'arts libéraux, qui
qui sont en fait, disons, de la philosophie, de la grammaire. Voilà. Et puis, il y a des disciplines dites supérieures et légitimes, reconnues, qui sont la théologie, puisqu'on ne parle plus tellement de plus en plus de théologie plutôt que simplement d'écriture sainte. C'est le droit civil, le droit canonique, la médecine. Et ces écoles se regroupent en facultés. Le terme apparaît vers le milieu du XIIIe siècle, pour faire bref. Et donc, il y a à la fois, chaque entité a sa vie propre, n'est-ce pas, ses assemblées, ses statuts, parce qu'une des activités de ces assemblées, c'est de se doter de statuts. Ensuite, à l'intérieur de chaque faculté, chaque maître a son école. Et puis, il y a des assemblées générales, si vous voulez, des privilèges généraux qui concernent l'ensemble. Et tout ça est regroupé plus ou moins dans le même quartier, n'est-ce pas, parce qu'il y a une unité topographique qui est évidemment importante. Mais il n'y a pas de bâtiments. Les bâtiments universitaires, c'est postérieur. Nathalie Gorochoff. Oui, en fait, pendant pratiquement jusqu'à la fin de l'époque médiévale, il n'y avait pas de bâtiment spécifique pour l'université. Donc on n'a pas beaucoup de sources là-dessus. C'est-à-dire, on se demande, voilà, ils devaient louer des salles, parfois les maîtres faisaient cours dans leur propre maison. Hein. On a des inventaires, je pense à des inventaires de docteurs italiens de Bologne qui avaient dans leurs affaires toute une série de bancs, de tables, donc ils devaient faire cours juste dans leur maison, simplement. Quand on est étudiant, à l'époque, on se spécialise en théologie, on se spécialise en sciences, en médecine. De toute façon, à partir du moment où l'université existe, les disciplines sont séparées, comme le disait Jacques Verger à l'instant, en facultés. Oui. Donc on ne peut pas être... C'est ça qui était aussi très intéressant au XIIe siècle, c'est ce passage d'une discipline à l'autre. Hein, des maîtres pouvaient enseigner 2 disciplines à la fois, par exemple. Là, ça a été le cas de Pierre Abélard qui s'en vantait au début du XIIe. Mais alors, à partir du moment où l'université existe, finalement, les choses sont assez cadrées. Donc, il y a la faculté des arts libéraux. Alors, ça dépend un peu des universités. À Paris, la plupart des étudiants vont d'abord à la faculté des arts libéraux, qui est la première faculté dans laquelle ils se trouvent, et puis ensuite vont aller dans une faculté supérieure. Alors effectivement, choisir la médecine ou le droit ou la théologie pour faire des études extrêmement longues. Hein, pour obtenir la licence, c'était extrêmement long. Mais on a des exemples de personnages qui ont pu successivement étudier plusieurs disciplines. Il y a des exemples de gens qui ont fait un peu de droit, qui ont pu aller à Bologne, qui ont étudié la médecine à Montpellier. On a des exemples de ce genre. Mais bon, la plupart choisissaient arts libéraux, puis une discipline supérieure quand ils y arrivaient. Le sens du mot faculté que vous utilisez, il apparaît, d'abord le mot faculté lui-même apparaît à cette époque et il signifie la faculté de pouvoir en fait dispenser un enseignement ? Je crois que c'est vraiment le sens d'aujourd'hui, oui. C'est-à-dire que la faculté, c'est cette division de l'université dans laquelle les professeurs enseignent une discipline en particulier. Donc c'est vraiment l'organisation des disciplines universitaires. Et au fond, le mot faculté, encore aujourd'hui, a le même nom dans nos universités. Il y a une sorte de permanence. Oui, le mot faculté, c'est en latin, latin classique. Effectivement, c'est un mot qui vient de la famille de facere, c'est la capacité à faire, simplement. Ensuite, ça prend le sens de discipline, la capacité à renseigner. Alors, on parle de la faculté théologique au sens de la discipline, de la science théologique. Et puis ensuite, on parle de la communauté qui regroupe les gens qui étudient cette discipline. Et cette communauté, c'est non seulement les gens qui étudient la même discipline, mais c'est une communauté qui se dote de statuts, d'assemblées, etc. Et c'est là, ça devient une faculté vraiment au sens où nous l'entendons aujourd'hui, et donc qui est une composante d'une université. Et ça se fixe, à mon avis, enfin, disons pour faire bref, vers le milieu du XIIIe siècle. Alors, non pas que les distinctions n'existent pas auparavant, mais l'organisation vraiment institutionnelle de la faculté date à peu près de ce moment-là. On est d'accord. Est-ce qu'il existe des méthodes d'enseignement ? Dit autrement, parce que je connais bien évidemment la réponse, qu'est-ce que la lectio et la disputatio ? On parle beaucoup de la disputatio parce que, au fond, elle montre toute la valeur et l'importance de la confrontation des idées, ce dont notre monde aurait besoin aujourd'hui. Quelle est la place de cette lectio et de cette disputatio ? Qu'est-ce qui se cache derrière ces 2 termes ? Alors, ce qui se cache et qui se pressent déjà dans les écoles du XIIe siècle, mais qui se fixe progressivement et qui, à partir du XIIIe siècle, devient donc beaucoup plus clair parce que les statuts eux-mêmes précisent ce que doit être l'enseignement. Et puis, on a gardé un grand nombre d'écrits qui donnent le reflet direct de l'enseignement, qui sont des cours
rédigés par les professeurs ou des notes prises par les étudiants qui nous montrent comment ça marchait. Alors, le principe de base, je dirais, de l'enseignement médiéval, tout l'enseignement médiéval et même parfois au-delà, c'est qu'on commence par étudier, par lire, donc lectio, effectivement, les autorités. On lit la Bible, on lit le livre des sentences de Pierre Lombard, on parlait tout à l'heure, on lit le corpus juris civilis, on lit les textes de Galien en médecine, on lit les textes d'Aristote, etc. On les lit, c'est-à-dire c'est une lecture très analytique, il y a une introduction, un accessus, comme on disait, puis ensuite le maître lit, n'est-ce pas, chapitre par chapitre, page par page, ligne par ligne presque, qui fait que très souvent il n'arrive jamais au bout du livre qu'il veut lire, n'est-ce pas, parce que c'est très long, et il le commente, il explique le sens des mots, etc. Et puis la disputatio, qui intervient ensuite, résulte en fait d'abord de la question, c'est-à-dire qu'on tire, ça c'est une chose qui apparaît dès le XIIe siècle, avec Abélard notamment, on tire des textes, des questions, des problèmes, si vous voulez. Et puis ensuite, on pose le problème, et là, on peut avancer des solutions diverses. Et la tendance dans l'enseignement universitaire, surtout de haut niveau comme à Paris, c'est que finalement, la lecture apparaît comme l'exercice préliminaire. On le laisse parfois aux étudiants, des assistants, je dirais, les bacheliers, qui font une bonne partie des lectures pour dégrossir les textes, et les professeurs ainsi, surtout les meilleurs, les plus brillants, sur l'organisation des disputes, n'est-ce pas? Et finalement, la lecture cède un peu la place, enfin elle ne disparaît pas, mais elle cède un peu la place aux questions, et aux questions disputées, qui sont vraiment l'exercice par excellence. Alors ça, on le voit particulièrement bien en philosophie et en théologie, mais c'est vrai en médecine, c'est vrai en droit, c'est vrai partout. C'est une espèce de méthode universelle. Et évidemment, c'est ce qui fait à la fois la force de cet enseignement médiéval, et ce qui en fait un peu la limite, et que les humanistes, évidemment, critiqueront ensuite à l'époque moderne, c'est-à-dire que, d'abord, on se limite au texte, il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'expérimentation, etc. Et d'autre part, il n'y a pas vraiment de philologie non plus. C'est-à-dire qu'on prend les textes tels qu'on les a, dans les traductions, sans se demander est-ce que c'est vraiment le meilleur texte, voilà, bon. Mais sur les textes que l'on a, on fait ça de manière très approfondie. Nathalie Gorachov, la théologie, c'est la discipline maîtresse, est-ce qu'elle a une forme de préséance par rapport aux autres disciplines que sont les arts libéraux, le quadrivium, l'arithmétique, la musique, la géométrie? Oui, bien sûr, c'est la discipline reine. C'est la discipline reine dans une société chrétienne. C'est pour parvenir à la maîtrise, alors maîtrise ou doctorat, hein, les mots sont interchangeables au Moyen-Âge. En théologie, il faut avoir étudié, alors les statuts parisiens parlent de 15 années d'études. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est maître SR, donc qu'on a fini ses études d'arts libéraux, il y a 15 années d'études pour arriver à la licence ou la maîtrise en théologie. Donc, les étudiants qui veulent parvenir à ce très haut grade étudient très longtemps. Et c'est vrai que c'est une faculté où il y avait sans doute assez peu de chaires de maîtres. Ils n'étaient pas extrêmement nombreux, peut-être à Paris, une douzaine, une quinzaine. Il faut savoir que la faculté de théologie de Paris a été la seule faculté de théologie de toute l'Europe occidentale jusqu'au milieu du XIVe siècle. C'est-à-dire qu'elle a détenu une sorte de monopole pour délivrer le grade de licencié en théologie jusqu'à la fondation de l'université de Prague, qui a été la première université en 1347 à avoir une faculté de théologie. Donc effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'universités qui offraient une faculté de théologie. Alors après, il y en a eu quelques autres. Mais surtout, effectivement, c'était des personnes qui avaient enseigné le plus longtemps et qui avaient enseigné la théologie, oui. Est-ce que l'arrivée des dominicains, l'arrivée des franciscains va changer l'université, va changer le visage de l'université? Alors, c'est une chose dont on peut discuter. Je serais tenté de dire non. Mais il faut quand même se comprendre. À un moment donné, très rapidement, en fait, dès les années 1220-1225, c'est-à-dire quelques décennies à peine après la création de l'université, ces ordres mendiants arrivent, dominicains, franciscains ensuite, et ils prennent conscience, surtout les dominicains, puis les franciscains rapidement après eux, que s'ils veulent avoir parce que ces ordres ont une vocation avant tout pastorale. Inquisitoriale aussi peut-être, mais enfin c'est une autre question. Donc avant tout pastorale, c'est-à-dire qu'ils veulent prêcher de manière efficace, de manière moderne, à tous les milieux sociaux, et donc ils prennent conscience, Saint Dominique lui-même, ses proches, n'est-ce pas, qu'il faut une prédication moderne, et que pour une prédication moderne, il faut qu'elle soit nourrie de la science exégétique la plus moderne. Et cette science se trouve dans les universités. Donc ils se disent, il faut qu'on aille à l'université pour se former. Et donc ils installent des couvents à Paris, des couvents d'études, et ils ont du succès, et évidemment,
temps, ça provoque une tension avec les maîtres séculiers, qui étaient des chanoines de Notre-Dame, ou des clercs séculiers, qui sont assez mécontents, pour toutes sortes de raisons, de cette concurrence. Soutenus par la papauté, les mendiants réussissent à s'installer, leurs écoles s'installent de manière pérenne dans l'université, malgré la mauvaise humeur d'un certain nombre de maîtres en théologie et d'ailleurs de maîtresses. Mais je crois qu'après ce conflit qui a été assez haut en couleur, n'est-ce pas, autour de Guillaume de Saint-Amour, de Thomas d'Aquin, les choses se sont quand même stabilisées. Alors, bon, jusqu'au XVe siècle, de temps en temps, il y a des accrochages, comme il y en aura avec les jésuites à l'époque moderne. Mais l'un dans l'autre, je crois que les traits fondamentaux, malgré tout, les mendiants sont restés, je ne dis pas marginaux, mais ils ont obtenu une place qu'ils voulaient, mais ils n'ont pas pris la direction de l'université. Ils ne sont pas doyens de la faculté de théologie, ils ne sont pas recteurs. Ce qu'ils demandaient, c'est de pouvoir avoir leurs écoles dans l'université, avoir les diplômes universitaires, les doctorats, parce que c'est un titre prestigieux dont ils ont besoin, mais pour le reste, l'université continue finalement à fonctionner. Donc, l'arrivée des mendiants a sans doute relevé encore le niveau de l'enseignement théologique. Et d'ailleurs, on voit des séculiers qui, comme Henri Gand, n'est-ce pas, le grand théologien séculier, je dirais, de la deuxième moitié du XIIIe siècle, qui sont un peu à l'école des franciscains, dans le cas d'Henri Gand. Enfin, bon, ils ont donné le ton, si vous voulez, et ça sera vrai encore largement au XIVe. Au XVe, là, les séculiers, en un sens, reprennent peut-être le devant de la scène. Mais sur l'organisation même, je ne crois pas qu'il l'ait fondamentalement ni modifié, ni perturbé. Voilà. Enfin, c'est mon point de vue. Il y a une spécificité sociale de la figure de l'intellectuel au Moyen-Âge, au XIIIe siècle. On a l'impression qu'au XIIIe siècle, il y avait, alors dans cette société qui est quand même très hiérarchisée, avec une élite étroite, la noblesse, on a l'impression que le monde universitaire a une certaine diversité sociale. Donc c'est assez intéressant pour le XIIIe siècle, en tout cas. On a l'habitude de dire que plus tard, peut-être au XIVe et surtout au XVe siècle, le monde universitaire serait un peu plus fermé aux personnes d'origine modeste, mais c'est vrai qu'au XIIIe siècle, on a des exemples, alors c'est peut-être des exemples isolés, hein, puis il est assez difficile aussi de connaître les origines sociales, la famille des professeurs et des étudiants qu'on rencontre dans les sources, parce qu'on n'a pas grand-chose en général sur leur famille, mais quand on la connaît, on peut être surpris d'apprendre qu'ils sont d'origine paysanne, par exemple. Il y a un des exemples les plus fameux du XIIIe siècle est quand même l'exemple de Robert de Sorbon. Robert de Sorbon, il a été maître essart, il a enseigné la théologie. Alors, c'est pas sûr et certain qu'il ait été maître en théologie, mais il était un universitaire et il était chanoine de Paris. Et à un moment donné, dans les années 1250, et c'est la principale raison pour laquelle son nom est connu, il a fondé un collège pour étudiants à Paris. Et il fréquentait la cour du roi Louis IX, de Saint-Louis, il en était très proche. Et il y a une anecdote qui est racontée par un autre proche de Saint-Louis, Jean de Joinville, qui rapporte qu'au cours d'un dîner à la cour du roi, Jean de Joinville, alors il le rapporte lui-même, a fait une remarque un peu désobligeante à Robert de Sorbon en lui disant « Mais vous qui êtes fils de vilain, vous portez des vêtements qui sont bien luxueux ». Et donc, par ce simple petit échange de dialogue dans l'histoire de Saint-Louis de Jean de Joinville, nous apprenons donc que Robert de Sorbon était fils de vilain. Alors, on doit comprendre fils de paysans, alors peut-être de laboureurs, de paysans qui n'étaient pas les plus pauvres, les plus démunis, mais il venait d'un milieu finalement assez modeste. Et on a aussi des exemples d'enfants de bourgeois. Donc, probablement, il y avait un certain nombre de personnes issues de la petite noblesse dans le monde universitaire, surtout parmi les maîtres, parce que ce qu'il fallait, c'était quand même avoir les moyens de terminer ses études pour devenir maître, donc de rester suffisamment longtemps à l'université, donc avoir des revenus ecclésiastiques ou familiaux, enfin privés. Mais apparemment, il y avait aussi des étudiants plus modestes. On peut citer un autre exemple, celui du poète Rudebeuf, qui est un fameux poète du milieu du XIIIe siècle et qui parle de la pauvreté des étudiants, qui ont bien des difficultés à joindre les deux bouts. Donc on aurait eu un milieu social assez contrasté, effectivement. C'est un milieu agité, le monde étudiant. Alors c'est un milieu, milieu agité parce que c'est des choses qui sont hautes en couleur, donc on a mis un peu en exergue et qui ont des illustrations célèbres de bagarres avec les sergents, de bagarres entre étudiants, etc. Bon, c'est un milieu d'hommes jeunes, célibataires, concentrés dans un quartier généralement, et par conséquent, qui n'ont comme autre lieu de distraction ou la taverne ou le pré au clair, n'est-ce pas, qui était le terrain de jeu hors des remparts à Paris. Donc évidemment, il suscite volontiers le mécontentement du reste de la population urbaine, d'autant que ce sont des privilégiés.
qui ne payent pas d'impôts, qui font rentrer leurs vivres gratuitement en ville, etc. Ce qui est aussi une cause de mécontentement. Donc, tout au long de l'histoire de l'université, et pas seulement à Paris, il y en a à Oxford, c'est pire, en un sens, si j'ose dire. Il y a des bagarres très violentes, sanglantes, parfois, qui perturbent la vie de l'université, mais qui généralement, pendant longtemps, se terminent plutôt bien, en tout cas en termes juridiques, puisque les autorités supérieures donnent généralement raison à l'université contre les bourgeois, contre les sergents, etc. Donc c'est un milieu agité, mais il ne faut pas, je crois, dramatiser excessivement. Ça n'empêche pas le sérieux des études, le bon fonctionnement de l'université. L'université n'est quand même jamais perturbée durablement. Même pendant les crises les plus graves, comme celle de 1229, 1231 à Paris, on dit que tous les gens sont partis. Je pense qu'ils ne sont pas tous partis. Il en est resté. L'enseignement a continué quand même. Ces étudiants avaient des examens, Nathalie Granchoff ? Oui, et d'ailleurs, c'est toujours... Ces examens portent les noms des examens pratiquement d'aujourd'hui, donc c'est toujours très évocateur, notamment quand on en parle devant nos propres étudiants aujourd'hui. Donc le premier examen qui a existé, il est finalement antérieur à l'université, c'est la licence. Licence, ça vient du latin licentia docendi, qui signifie autorisation d'enseigner. Alors qu'est-ce que c'est que cette licence au départ ? Alors, elle est principalement réglementée en 1179, lors du 3e concile œcuménique du Latran. Donc là, l'autorité pontificale, finalement, en 1179, donc on revient un petit peu en arrière, devant cet essor des écoles du XIIe siècle, a essayé de le réglementer, de l'encadrer, parce qu'il y avait des gens qui se mettaient à enseigner un petit peu partout, et donc a demandé, en 1179, que dans chaque diocèse, celui qui voulait enseigner demande l'autorisation de l'évêque, donc demande cette licentia docendi. Alors, c'était probablement pas une épreuve comme on l'entend aujourd'hui. Il n'y avait pas un examen, on n'imagine pas que le futur maître était interrogé, et lui-même était interrogé. Enfin, il y avait peut-être quand même un examen, parce que les sources, finalement, parlent d'examen. Donc, il y avait l'idée qu'il était examiné. Alors, peut-être qu'il y avait un petit entretien avec l'évêque. Enfin, c'est assez compliqué de savoir ça. Mais alors, du coup, quand l'université se forme, cette licentia docendi, elle existe. Le seul problème pour les maîtres, c'est qu'elle est théoriquement délivrée par l'évêque, donc par une autorité qui est extérieure à l'université. Donc ça a été évidemment un problème tout de suite pour les maîtres. Alors à Paris, par exemple, ils ont aussitôt contourné le problème. Il y a eu des conflits avec l'évêque et le chancelier, des accords, des arbitres qui ont été nommés pour accorder. Donc dès les premières années de l'université, on s'est mis d'accord sur le fait qu'un représentant de l'évêque, le chancelier de l'Église de Paris, viendrait au moment de l'examen de licence donner la licence, mais qu'il faudrait que ce soit les maîtres qui présentent l'étudiant. Donc il fallait que les maîtres gardent le contrôle. Donc ils présentent leurs propres étudiants quand ils les jugeaient dignes de passer cette licence. Ça devient un examen avec des épreuves. Et puis les maîtres, pour être sûrs que finalement l'Église ne serait pas la seule à recruter de nouveaux maîtres, instaure un autre examen qui est la maîtrise ou le doctorat après la licence, qui est là un examen totalement interne à l'université, qui est au fond le moment où le nouveau licencié est accepté comme un nouveau maître, comme un nouveau professeur par ses pairs. Donc du coup, assez rapidement, ce deuxième examen. Alors, autant la licence peut s'apparenter à un examen comme nos examens oraux aujourd'hui dans les universités, c'est-à-dire que les maîtres sont là, il y a un jury, le représentant de l'évêque est présent, et puis on leur pose des questions sur les textes au programme. Après, la maîtrise ou doctorat, puisque les deux mots existent pour le même, est plutôt un examen, une solennité publique dans l'université qui pourrait finalement ressembler un peu à une soutenance de thèse, puisque le licencié est entendu, soit il prononce une leçon inaugurale, soit un sermon devant les professeurs à l'intérieur de l'université et devient ainsi un nouveau professeur. Un peu plus tard, dans le XIIIe siècle, on a mis en place un grade un peu intermédiaire antérieur à la licence, qui était le baccalauréat, qui faisait passer l'étudiant d'un stade d'auditeur passif à celui d'assistant du maître. Donc 3 grades, en fait, ont existé dans l'université. Alors malheureusement, on arrive peu à peu au terme de cette émission. Il nous reste 3 minutes. Peut-être une dernière question, Jacques Verger. On a bien vu le XIIe, le XIIIe siècle. Est-ce que les XIVe et XVe siècles voient le déclin des universités ou au contraire leur transformation ? Alors je crois qu'il faut pas parler de...
à mon avis. Il ne faut pas parler de déclin, parce que cette notion qui s'est rencontrée largement, ne rend pas compte des choses. Bon, alors évidemment, on peut penser que les enseignements se sclérosent, que les programmes ne se renouvellent pas, etc. Mais d'abord, ce qui est important, c'est de voir que les universités se multiplient. Au XIIIe siècle, on en a une quinzaine à tout casser pour l'ensemble de l'Occident. À la fin du XVe, on arrive à plus de 60, n'est-ce pas? Donc, évidemment, ces universités nouvelles, dont on parlait tout à l'heure, ces fondations princières, n'ont pas le niveau peut-être de l'Université de Paris. Mais ça multiplie les gradués. Ça fait de gens qui étaient peu nombreux, exceptionnels, là, une véritable une sorte d'élite intellectuelle présente un petit peu partout, n'est-ce pas? Donc il y a quand même un effet de diffusion de la culture, d'élévation du niveau général, on peut dire, pour parler de manière un peu anachronique, donc c'est important. D'autre part, des choses nouvelles apparaissent dans l'enseignement des universités. La théologie et la philosophie se renouvellent. On a le nominalisme au XIVe siècle, qui est quand même une nouveauté, on peut penser ce qu'on veut, mais qui est tout à fait importante, n'est-ce pas? Donc, chez les jurys, chez les médecins, il y a des renouveaux, si vous voulez. Il y a une diffusion plus large, donc, il y a aussi les vicissitudes politiques qui se mêlent de cela. Donc, on peut avoir l'impression qu'on n'a plus la belle université du XIIIe siècle, celle de Thomas d'Aquin, mais je crois que fondamentalement, elle continue à jouer un rôle historique, et socialement, elle joue un rôle et politiquement, un rôle de plus en plus large. Un dernier mot, Nathalie Gorochoff? Oui, c'est-à-dire que la multiplication des universités, ça veut dire aussi, ça a pour conséquence plus de personnes formées à l'université, plus d'étudiants, d'anciens étudiants, pas toujours gradués, mais qui sont présents dans la société, qui sont présents auprès des pouvoirs, auprès des princes, auprès des rois. Donc une présence du savoir plus importante qu'au XIIIe siècle. Et qui font des grands évêques, des cardinaux et parfois des papes. Qui peuplent plus l'Église qu'auparavant, c'est évident. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau de l'émission Au risque de l'histoire, les gens de savoir en Europe à la fin du Moyen-Âge. Vous en êtes l'auteur Jacques Verger. Vous avez aussi publié ce classique aux Presses universitaires de France, donc qui est le même éditeur que les gens de savoir en Europe. Donc, aux Presses universitaires de France, les universités au Moyen-Âge, voilà, tout simplement, dans la collection Quadrige. Et je cite votre ouvrage, Nathalie Gorochoff, Naissance de l'université, les écoles de Paris d'Innocent III à Saint Thomas d'Aquin, chez l'éditeur, le très prestigieux éditeur Honoré Champion. Il s'agit de votre deuxième thèse de doctorat. Et il y a un classique que j'avais déjà présenté au cours d'une émission que nous avons réalisée il y a plusieurs mois. C'est véritablement un classique qui a donné énormément de vocation dans le monde universitaire. C'est Les intellectuels au Moyen-Âge de Jacques Le Goff, qui est un livre que l'on retrouve dans la collection Point Seuil Histoire. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission Au risque de l'histoire. Merci à vous deux.